Salut les devins, c'est Saikyo. Il est enfin l'heure que les reviews du futur reviennent sur la chaîne. Petite piqûre de rappel, parce que je pense que certains m'ont découvert entre temps, ou si vous me découvrez aujourd'hui, eh bien tout simplement les reviews du futur, comme son nom l'indique, du futur, c'est la review fictive d'un épisode qui n'est toujours pas sorti. C'est un défi que j'aime beaucoup me lancer, et puis j'aime beaucoup écrire ce type de scénario, etc. J'aime bien l'écriture de manière générale, et voilà, ça correspond avec mon concept de la chaîne, Saikyo Devin, le concept du devin, etc. Bon, et maintenant c'est parti pour ma review du futur lors de cet épisode 97 de Dragon Ball Super, un épisode très particulier, je suis certain que vous vous en rendez déjà tous compte, surtout grâce à la preview qu'on a vue de cet épisode-là. On savait déjà depuis un moment que l'épisode allait être focalisé uniquement sur les combats, et qu'on n'allait pas forcément avoir, de gros blabla, de développement, d'histoire, de fond de scénario. Enfin oui, le scénario va avancer, mais par rapport au tournoi, c'est-à-dire au combat. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette vidéo revue du futur, on le verra bien à la fin, là j'en sais rien, devrait probablement durer moins longtemps que les autres, parce que s'il y a que des combats, parce que si on va juste discuter de combats, logiquement ça devrait me prendre moins de temps. Bon bref, on verra bien. Et l'épisode 97 commence alors avec les Zeno comme d'habitude qui parlent chacun à tour de rôle, et qui font eux-mêmes l'introduction du tournoi du pouvoir, ce n'est pas le Daishinkan qui parle, et qui annonce un petit peu comme en fin d'épisode 96 que le tournoi va démarrer, sauf que là, on rigole un petit peu moins parce que les Zeno, devant tout ce monde là, des univers, Jiren et compagnie, Dispo, les Prime Troopers, blabla, qui sont en train d'écouter paisiblement, eh bien les Zeno, ils ont refroidi vraiment le dos à tout le monde et ça se ressent. Parce que les Zeno disent que les univers qui perdront seront anéantis. Alors on ne sait pas si tous les univers le savaient ou pas, je parle des mortels bien sûr. On ne sait pas s'ils le savaient tous, mais même si vous le saviez déjà, le fait de réentendre le truc, même chez l'univers 7, ça a fait que ça a glacé le sang de tout le monde. On va dire que ça a eu un effet psychologique sur tout le monde. Et du coup, le tournoi est lancé, véritablement. Il y a même les deux Zeno qui frappent ensemble sur une espèce de gong, là, un peu bizarre, qu'ils ont invoqué ou je sais pas trop quoi. Et on sent direct que les univers ont peur, ils ne bougent pas. On sent que certains sont plus soudés que d'autres, comme par exemple l'univers 11. Mais tous restent à leur place. Personne ne bouge et les Zeno demandent alors pourquoi. Le Daishinkan prend la parole et dit aux différents mortels que s'ils ne combattent pas, ils seront absolument tous détruits et encore plus vite que prévu, pour la simple et bonne raison d'avoir ennuyé les Zeno. Alors du coup, il est temps de se lancer, et c'est l'univers 10 qui ouvre la manœuvre, bizarrement. Et en gros, les gars, là, c'est la bande de danseurs de samba et tout ça, c'est la bande de rigolos, là, qui bossent pour Goasu et compagnie, et ils disent un truc du genre, le puissant univers 10 n'a rien à craindre, et ce fameux gang de danseurs de samba et de mecs musclés se met à ouvrir le match. Et en gros, on commence à voir un petit peu partout des explosions, des impacts, tout le monde s'entrechoque dans tous les sens et tout ça, mais c'est l'univers 10 qui a carrément causé ce truc-là. L'univers 7 reste encore stable de leur côté, pas vraiment quelqu'un qui part au combat, et Jiren, lui, ne bouge pas du tout. Les gars sous protéines de l'univers 10, ils sont super motivés, et comme je vous ai dit, ils se sont mis à se taper contre des ennemis un petit peu partout, mais c'était principalement des ennemis qui ne payent pas de mine, un petit peu comme eux, des ennemis qui ont l'air à peu près à leur niveau. Il ne faut pas juger sur le physique, surtout dans Dragon Ball, mais en tout cas, ça en avait l'air. Et du coup, le gars musclé, là, celui qu'on en a vu le plus de la part de l'univers 10, celui qui porte en plus des vêtements proches de ceux de Broly, je vous le rappelle, je crois que son nom a été révélé récemment. Je vous avoue, j'ai peut-être fait une erreur, mais en tout cas que ça m'a pas trop intéressé, et j'ai pas vraiment retenu le nom. Peut-être que le gars sera important par la suite, mais pour le moment, il m'enchante pas des masses, mis à part pour rigoler, mais bon, à part ça, ça va pas plus loin. Mais en tout cas, ce gars-là se lance directement contre Toppo, et il y va en pleine confiance. Les deux s'entrechoquent, on sent que le mec musclé, il y met plus de puissance que Toppo lui-même pour bloquer le coup, ça se voit directement. Mais les deux sont quand même très loin d'être à fond. Mais je pense que Toppo va lui faire mordre la poussière très rapidement, ça ne m'étonnerait pas. Mais par contre, si ce gars se jette au combat aussi facilement, c'est qu'il doit avoir une capacité spéciale ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être quand même du gâteau pour Toppo, mais que ce gars-là va avoir quand même un petit truc qui va faire que Toppo va être pas forcément en danger, mais va être un petit peu inquiété, vous voyez. Ensuite, on a eu aussi quelques informations sur l'univers 2, vous savez, celui de la Akaishin femme, et rappelez-vous bien, je vous remets ça en tête, que la Akaishin femme, elle adore tout ce qui est en rapport avec la beauté, et les êtres mortels qui sont beaux, et le Akaishin, lui, il adore tout ce qui est puissant et fort. Et le souci, c'est que son équipe a l'air d'être constituée de plus de beauté que de force, malheureusement, c'est un petit peu ce qui a été dit dans l'épisode. Mais depuis qu'on connaît la Teletubbies, la Brienne de Château, et qu'on a vu cette femme se battre dans l'opening contre Vegeta, on le sait depuis l'épisode 77, eh bien on comprend que, un petit peu comme la division 11 de Zaraki Kenpachi dans Bleach, où la beauté et les sentiments étaient interdits en fait en quelque sorte et qu'il fallait uniquement être puissant, eh bien on comprend que dans cet univers-là, c'est l'inverse. Tout ce qui est puissance, etc.,
c'est pas forcément ce qui est demandé par LS, la Akaishin, mais par contre c'est plus la beauté qui est mise en avant. Mais Brienne, d'après moi en tout cas, c'est l'inverse, comme quoi elle se métamorphose pour être belle, et c'est comme ça qu'elle a passé l'audition en étant belle, rappelez-vous. Mais par contre, dès qu'elle va y aller fort sur ses pouvoirs et qu'elle va se battre, par exemple contre Vegeta, je pense qu'elle va être forcée d'utiliser sa pleine puissance, c'est logique, c'est quand même Vegeta, faut pas abuser. Et je pense que la Akaishin femme va être super surprise de voir Brienne se transformer comme ça, et qu'elle-même sera étonnée d'avoir laissé une mortelle entre guillemets aussi moche, selon elle bien sûr, et que je pense que ça va être un petit peu la surprise dans cette équipe-là. Et en plus, on sent un petit peu naître le mini-conflit Kaioshin-Akaishin dans cet univers 2, parce que comme je vous ai dit, l'autre est en train de faire des remarques comme quoi la beauté c'est bien beau, justement, mais que la force ça aurait été beaucoup mieux à ce tournoi-là. Mais LS a l'air quand même confiant par rapport à ses combattants, et ses combattantes aussi, il y en a beaucoup, et ça fait comprendre, d'après ses petits sourires narquois, etc., comme quoi son équipe d'univers 2 recèle quand même pas mal de choses intéressantes à voir pour la suite, probablement des délires façon sirène qui vont charmer un petit peu leurs adversaires, ou des capacités spéciales encore une fois, un petit peu magiques et psychiques, je le vois bien arriver comme ça. Et au passage, c'est pas plus mal parce que dans Dragon Ball Super, Z comme vous voulez, on n'a pas vraiment de combattants avec des pouvoirs psychiques, etc. Mais par contre là, je vais vous parler d'un personnage qui en a, c'est Hit. Et Hit, on le voit enchaîner quelques petits combattants en fait, et très rapidement, hein, sans trop forcer. On se demande même s'il utilise Tokitobashi pour faire ça. Honnêtement, j'ai pas eu l'impression, j'ai juste l'impression qu'il est dominé au corps à corps. Il en a enchaîné, je sais pas moi, 6-7 comme ça. On voit qu'il les met KO, mais visiblement, il les enchaîne sans les jeter par-dessus le ring. Et on n'a pas eu de précision supplémentaire. Si vous voulez, dans ce début d'épisode-là, on était un petit peu comme à la place des yeux de la Team Univers 7 qui restait stable sur sa zone et qui observait un petit peu ce qui se passait. Et au passage, bizarrement, on n'a pas eu tous les autres univers qui se sont jetés sur eux. À la limite, ils avaient peut-être plus peur de se frotter à l'univers 7 qu'autre chose, depuis que Goku leur avait fait la démonstration. Et du coup, on va le voir par la suite, c'est plus à l'univers 7 d'aller chercher les autres que les autres qui vont chercher l'univers 7. On s'y attendait pas, mais visiblement, c'est comme ça que ça va se jouer. Et sinon, pour revenir sur Hit, on n'a pas de précision, parce que comme je vous disais, on était observateur de tout ça de loin. Mais on dirait que Hit est un peu rebelle en fait dans le fond, et va préférer mettre KO ses adversaires à la chaîne, comme ça en quelque sorte, il défend son univers. Mais en tout cas, Hit fait ça sans les jeter, donc en gros, sans vouloir vraiment les tuer ou les condamner à quelque chose en tombant dans ce monde du vide. Et on se rappelle que Hit avait déjà eu des émotions un petit peu rebelles comme ça, dans le tournoi de Champa contre Beerus, Univers 6 contre Univers 7, dans lequel il avait joué le jeu aux côtés de Goku pour emmerder les dieux. Alors là, vous allez me dire, s'il y a des mortels qui s'amusent à jouer ou à se rebeller un petit peu contre les dieux, ça va vite mal finir pour eux. Mais en même temps, Hit ne fait rien de trop gênant non plus pour Zeno. Il leur offre un beau spectacle de combat, c'est juste que pour le moment, il ne les jette pas dans le monde du vide. Et puis ça serait drôle d'avoir des combattants qui refusent de jeter les autres dans le monde du vide, un petit peu comme le délire de Hunger Games à la fin du premier film de mémoire, quand l'héroïne refuse de tuer son adversaire ou quelque chose comme ça. Ça serait drôle de voir ça, et ça pourrait révéler des choses, parce que peut-être qu'au final, les Zeno s'en tapent peut-être complètement que les gens tombent dans le monde du vide, et que le grand prêtre, encore lui, il y a un intérêt quelconque là-dedans, vous voyez, ça pourrait être intéressant. Et bon, pour parler de l'univers 7, on a aussi eu, forcément c'était prévisible, plusieurs robots, on va les appeler comme ça, de l'univers 3, bien sûr, du Akaishin Robot et compagnie, Mosco, qui s'en prennent à C17. Alors honnêtement, C17 arrive à les dominer plutôt facilement, on voit même qu'ils bloquent leurs attaques combinées quand plusieurs robots se sont mis à faire une vague de ki simultanée contre C17. Lui, il a fait son espèce de barrière protectrice qu'il avait déjà fait à l'époque contre Piccolo, enfin je parle bien sûr de Piccolo réunifié avec Ami, bref, peu importe. Et cette barrière-là, Cell l'avait faite aussi. Est-ce que Cell l'avait récupérée de C17? Peut-être, c'est bien possible. Et C17 nous l'a refait contre Goku et CJ Blue, quand même, c'est pas rien. Et il y a un truc intéressant avec ces robots, c'est que chaque univers a sa forme de travail d'équipe, etc. Il y en a qui sont même assez dissociés, un petit peu comme l'univers 9 qui s'éparpille. Et au final, on a le trio du danger qui court par là-bas et les autres se démarrent tout seuls. Et on aurait plus des équipes à l'intérieur des équipes, vous voyez. Mais il y a d'autres univers qui sont très unis, comme l'univers 11 des Pride Troopers. Et on a aussi cet univers de robots qui ont l'air de communiquer en tout cas, un peu comme s'ils étaient connectés en Wi-Fi, les gars. Et ils arrivent à comprendre ce que voit l'autre, etc. Un peu comme les Pain dans Naruto, si vous voulez. Et ils ne parlent même pas. Alors que pourtant, Nigrishi, là, il pourrait parler, etc., mis à part pour provoquer C17, mais entre eux, je veux dire, entre eux, robots, ils ne parlent pas. Et il y en a même qui n'ont pas l'air de pouvoir parler, mis à part faire quelques bip-bip, etc. En fait, ils communiquent entre eux comme ça, en mode Wi-Fi. Et c'est pas mal, parce que ça donne vraiment une grosse coopération d'équipe, et les mecs sont instantanément au courant de chacune des actions de l'autre. Mais bon, malgré ça, je pense que C17 va venir à bout de ces robots-là, et j'espère honnêtement que C17 va aller loin dans le tournoi. C'est vrai que vous avez été nombreux à me dire que d'après vous, C17 va vite se faire défoncer. J'ai lu aussi beaucoup de théories comme ça, aussi bien en France et sur des forums étrangers, qui parlaient de cette même théorie.
Personnellement, j'aimerais beaucoup que C17 quand même il aille un minimum loin. Le mec, on est allé le repêcher de on ne sait pas trop d'où sur son île, et j'espère que c'est pas pour qu'il se fasse déboîter directement. Ou alors, au pire, peu importe, s'il ne va pas loin au tournoi, bien qu'il soit utile dans l'arc survie de l'univers. Comme je le dis souvent, il y a une différence entre tournoi, qui fait partie de l'arc survie de l'univers, et l'arc devrait s'étendre à beaucoup plus de choses, que ça soit une interruption du tournoi ou quelque chose d'autre. Et du coup, elle, C18, on ne voit pas son combat du tout, mais on voit qu'elle va avoir affaire toujours à un gars de l'univers 3. Vous savez, l'espèce de savant fou là qu'on a vu, une espèce de professeur, etc., qui avait une canne électrique. Et je pense que ce combat-là est fait un petit peu pour rappeler le rapport de C17 et C18 avec le Dr Gero. D'ailleurs, ce mec a l'air pas mal vicieux et confiant en lui. Il a peut-être compris que C18 est en partie robotisé, ça pourrait être très intéressant. Et en plus que le mec, il ait quelques tactiques comme la contrôler ou la modifier à distance. Enfin, je vous balance ça comme ça, mais pourquoi pas. Et en gros, je pense que ce combat-là, il est fait pour deux choses. La première, c'est pour que, justement, on ait ce rapport création C18 et créateur Dr Gero ou ce gars-là, en gros. Et aussi par rapport à Krillin. Pour le moment, Krillin est occupé par des petits combattants qu'il gère par-ci par-là, mais il veut aussi aller aider C18. Il la rejoindre, c'est sa femme, le plus tôt possible. Mais le souci, c'est que personnellement, je ne vais pas vous parler des spoilers, mais ceux qui les ont lus comprendront. Je pense que C18 va être en difficulté et que ça va nous permettre d'avoir une scène intéressante avec Krillin, C18, etc. Je ne vous en dis pas plus, ma vidéo est sur la chaîne concernant les spoilers d'épisode 98, n'hésitez pas à consulter ça si ça vous intéresse. Et ensuite, dans cet épisode-là, les devins, on a eu une grosse phase. On a cru que ça allait être le coup du spectacle, avec Goku qui veut foncer directement sur Jiren. Et il dit à toute la Team Z de l'univers 7, il leur dit, ce gars-là, c'est le plus fort de tous. Et forcément, Vegeta le veut pour lui. Et du coup, on a les deux, Vegeta et Goku, qui commencent à foncer vers Jiren. Un petit peu, ça m'a rappelé pas mal le film, je crois que le titre de mémoire, c'était un truc du genre... Goku et ses amis sont de retour, enfin vous savez le film, là où il y a Tarbell, là, le frère de Vegeta, et il y a des méchants là qui s'appellent Abo et Kado, enfin des méchants peu intéressants, c'était juste pour mettre en scène la Team Z au combat, etc. C'était plus un film commémoratif qu'autre chose. Et bien à la fin de ce film-là, quand l'ennemi était devenu un petit peu trop puissant pour Goten et Trunks, Goku et Vegeta s'étaient précipités sur lui pour justement avoir le gros morceau du combat. Et là c'est un petit peu la même chose, mais sur le chemin, Vegeta est complètement arrêté par la fameuse Brienne du château. On comprend que le combat va se lancer, et Vegeta du coup il se retourne vers Goku, il lui dit, il essaie de refiler le combat à Goku. Mais Goku lui il est déjà parti vers Jiren, Goku arrive sur Jiren à toute vitesse en plus, ils veulent directement lancer le combat sans parler en fait, il veut régler ses comptes avec lui carrément de suite, et Jiren ne bouge pas, et ne se met pas en position de combat, on voit Jiren comme ça de dos, les combats qui fusent devant lui, etc. Il ne bouge pas, Goku qui arrive à toute vitesse, le gars reste immobile, un peu comme quand les deux blocs de Kachikachin là, qui étaient manipulés par les Akaijin, fonçaient sur lui. Donc en gros, on sent que le gars est vraiment supérieur, qu'il sent que c'est pas le bon moment ou quelque chose comme ça, et on sent qu'il est supérieur physiquement, mais on sent surtout qu'il est supérieur moralement, clairement. Et du coup, Goku arrive quasiment sur Jiren, Jiren ferme les yeux, il baisse la tête, un petit peu comme s'il méditait ou il faisait le vide dans son esprit, et on pense que ça y est, le combat va démarrer, mais Jiren reste tellement immobile qu'on sent que Jiren sait quelque chose que nous ne savons pas et que même Goku lui-même ne sait pas, et en fait c'est parce que Jiren semblait avoir prévu que l'espion de l'univers 4 allait arriver sur Goku avant que Goku n'atteigne Jiren. Et du coup, au lieu que Goku se mette à se taper contre Jiren, c'est le combat entre l'espion de l'univers 4, celui qui était venu voir Freezer, etc. dans l'univers 7, qui se lance contre Goku. Alors ça va déplaire à beaucoup de monde, mais il faut bien se dire que si on se tape contre le boss final du tournoi direct, ça veut dire quoi? Qu'on finit Dragon Ball Super dans 2 épisodes? Vous voyez, c'est un peu difficile. Et du coup, le combat se lance entre Goku et ce gars-là, et Goku domine clairement, hein. Il n'y a vraiment aucun doute sur ça, et on voit clairement que l'espion, qui était plutôt confiant au début, ben, il est en train de se faire défoncer, il n'y a pas d'autre mot. Goku ne passe même pas en Super Saiyan 1, il n'en a pas besoin. Le combat est assez dynamique, mais totalement à l'avantage de Goku, et au fil de ces enchaînements, qui étaient plutôt cool à voir, mais ça apportait rien de plus, on a un plan sur le Akaishin de l'univers 4, la petite souris jaune là, Kitera, qui dit que grâce aux données d'espionnage qu'il a récupérées, qu'il a recueillies, il a pu mettre en place des plans, et en particulier 2 plans pour s'occuper de Goku et de Freezer. Il pense, et il a peut-être pas tort, que sans ces deux-là, l'univers 7 est foutu. Et bon, Kitara, comme je vous l'ai dit, n'a peut-être pas tort, même si on sait que si Toriyama, la Toei Animation, veulent faire gagner l'univers 7 sans Goku et Freezer, ils le feront très très facilement. Un énervement de fou de Gohan et je pense que c'est plié. Non mais bon, plus sérieusement, on continue et Beerus est inquiet. Et il a raison, parce que même si Goku domine comme je vous l'ai dit, cet espion de l'univers 4 semble cacher quelque chose. Et en fait ce quelque chose, ce n'est pas une arme. Et même l'espion dit, dommage que dans ce tournoi-là, je n'ai pas droit à mes armes. Et ça correspond bien avec le cliché des espions. Comme quoi les mecs ne sont pas si forts que ça au combat, ils espionnent de loin, ils observent, et ils sont plutôt forts au maniement des armes et des poisons, mais là ils n'y ont pas droit du tout. Et en fait, le plan de cet espion de l'univers 4, il a été mis en place parce que ils ont pu se rendre compte, grâce au combat de Goku et Freezer
dire contre les assassins là, de l'univers 9, qu'en fait Goku pouvait vite détourner son attention, être distrait par quelque chose, etc. Ou alors ne pas forcément prendre au sérieux un combat dans lequel il domine et tout ça. Il a vu Goku se faire lancer le Hakai par Freezer et tout ça. Et du coup, le but de la manœuvre, ça a été de mettre Goku en confiance, en situation de supériorité maximale. Et d'un coup, cet espion-là a montré un petit peu plus de puissance et de vitesse que prévu. Et ça a surpris Goku. Et derrière, ses collègues de l'univers 4 sont arrivés pour pousser tous les deux dans le monde du vide. Alors c'est un petit peu une embuscade de cours d'école, mais bon, ça a été ça. Et en gros, cet espion-là a servi de leurre et aussi de sacrifice. En gros, il voulait emporter Goku avec lui. Et voilà, comme je vous ai dit, on sait très très bien que l'attention de Goku peut très vite être détournée. Et derrière, il y a des mecs qui sont arrivés qui ont fait un gros choc sur Goku et ce gars-là. Ce mec-là s'est agrippé à Goku, il a emporté Goku avec lui. Et ça commençait à être la merde. Alors, on a eu une scène plutôt vite fait, soi-disant un moment de suspense, parce que bon, on sait très bien que Goku il va pas se faire éliminer dès le premier épisode, on est d'accord. Et en tout cas, c'était une scène pour nous faire croire que l'assassin allait réussir son coup, un petit peu de ralenti pour nous faire croire qu'ils allaient tomber dans le monde du vide et tout ça. Mais Piccolo a rattrapé comme par hasard, bien sûr, Goku, en allongeant son bras, avec une petite phrase cool en disant nous aussi le travail d'équipe on connaît ça. Du coup l'univers 7 prend encore plus ses marques et comprend que les mecs sont quand même prêts à se sacrifier eux-mêmes juste pour que leur univers gagne. Et du coup on n'en arrive pas très loin de la fin d'épisode. On n'a pas vu tous les combats là-dedans. On ne nous les a pas tous présentés, il y en a quelques-uns dont je ne vous ai pas parlé. Par exemple, on a eu un truc intéressant, Kame Sennin contre la femme Pride Trooper, celle qui ressemble à une Makaioshin là. Bon, elle ne porte même pas de Potara, donc je pense qu'elle n'a pas vraiment de lien, mais pourquoi pas. Et bizarrement, cette femme-là, qui provient des Pride Troopers, on pourrait penser qu'elle est super forte, eh bien physiquement elle n'est pas très très forte. Et on pense que même Kame Sennin va gagner son combat, il passe en mode muscle et tout ça. D'ailleurs je pense que Kame Sennin ne va pas durer très longtemps, une vingtaine de minutes sur 48, et voilà, la stamina sera à 0, pourquoi pas. Mais au moment où Kame Sennin allait gagner, on voit que cette femme-là fait une sorte de technique magique, et il y a une grosse fumée qui apparaît, un peu comme une invocation si vous voulez. On ne sait pas vraiment ce qui sort de cette fumée-là, mais on commence à distinguer des ombres, etc., comme si elle avait invoqué plusieurs personnes, et on a un gros plan sur le visage de Kame Sennin qui est complètement choqué, il se met même à trembler un petit peu, et moi perso, pour vous donner mon avis, je dirais pourquoi pas, une invocation magique de femmes, de plusieurs femmes, pour essayer de le charmer. Un petit peu comme le harem no jutsu de Naruto. Bon, sauf que Naruto c'est pas une invocation, c'est une sorte de transformation, mais on s'est compris. On a vu d'autres combats comme l'espèce de Groot là, des Gardiens de la Galaxie qui se bat contre notre mec énorme. Les deux sont de la même corpulence, voilà, c'était assez prévisible. Mais je pense que le mec qui ressemble à Groot va défoncer l'autre qui ressemble à Papoy, qu'on a déjà vu dans Dragon Ball Z. Tout simplement parce que je pense que le Groot travaille en équipe avec le petit mec rouge là qui est posé sur son épaule, quand on avait vu dans l'épisode précédent. Et que justement, il va le surprendre grâce à ça et se le défoncer à 2 contre 1. Au passage, l'univers 9 est en train de foncer un petit peu partout sur les plus faibles en premier justement. Et ils essayent aussi de jeter les gars que Hit laisse par terre. Donc c'est vraiment les gros crevards du tournoi ces gars-là. Mais comme je vous disais, sinon on n'a pas vu tous les combats, on en a vu un petit peu partout, ça pétait dans tous les sens. On a vu aussi d'autres Pride Troopers se battre vite fait. On a vu l'espèce de Dracofeu Dracolos là se battre contre Magetta, ça va être intéressant je pense. Et je mettrai une petite pièce sur Magetta parce que je pense que là Magetta est très avantagé par le fait qu'on n'ait pas le droit de voler et tout ça. Bien sûr il y a le désavantage que l'arène est gigantesque et du coup il fera pas si chaud que ça. Mais ça serait intéressant que Magetta il s'est pu entraîner à trouver une nouvelle technique d'enfermement. Imaginez que Magetta est capable de faire un dôme de lave infranchissable, enfin sinon vous devez foncer dans la lave pour le franchir. Et que du coup il arrive à enfermer son adversaire là-dedans, son adversaire ne peut même pas voler quoi que ce soit. Ça serait vraiment super cool qu'il puisse faire ça. Et du coup voilà, tout ça s'animait plutôt bien. Et le but de l'épisode était de nous montrer cette guerre qui vient de se lancer, j'ose dire le mot guerre. Mais je pense que certains combats nous seront montrés beaucoup plus en détail petit à petit. Rappelez-vous par exemple dans One Piece, dans la bataille de Marineford, c'était un truc excellent au final, mais c'est pas dès le premier épisode qu'on a vu tous les combats, c'est normal, c'est le bordel et on peut pas avoir tout d'un coup. Mais en tout cas la Battle Royale est bel et bien lancée dans cet épisode là de Dragon Ball Super. Les Zénos sont finalement contents et super impressionnés, vraiment les deux ils sont là, ils en peuvent plus. Et ça serait drôle que les deux Zénos se soient tellement amusés et soient tellement étonnés et ils en peuvent plus de tout ce qu'ils voient, qu'ils décident d'annuler leur sentence de détruire les univers. Et vous avez été nombreux, vous spectateurs et abonnés de ma chaîne, à me proposer cette idée dans un commentaire. Alors pour vous donner mon avis, ça serait drôle que ça se passe comme ça, d'avoir eu toute cette hype et qu'on attend des mois le tournoi, etc. Et qu'au final ce soit un petit peu pour rien. Bon, ça n'empêche pas que le tournoi se termine, mais que l'enjeu tombe derrière et donc les combattants se donneraient un petit peu moins à fond, quelque chose comme ça. Mais derrière, pour que je puisse aimer cette idée très personnellement,
il faudrait que les gars qui gèrent le scénario, toujours pareil, Toho Animation, Toriyama, Toyotarou, nous pondent quelque chose de vraiment énorme en remplacement de ce qu'on n'a pas eu. Là, quand on regarde Dragon Ball, on est vraiment tous comme des petits enfants de 5 ans. Si on n'a pas eu le bonbon, on veut la part de gâteau pour remplacer, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on est quand on voit la série. Et du coup, pour ne pas qu'on se mette à râler dans tous les sens, parce que les univers ne sont pas détruits, il faudrait nous envoyer du très très lourd derrière. Bon bref, c'était une petite hypothèse que je vous proposais. Et du coup, les devins, j'en ai fini sur cette review du futur là. J'espère que vous aurez capté la petite difficulté du truc de faire une review du futur pour un épisode comme ça, full combat, j'ai envie de dire. Et du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là. Et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain arts divinatoires.